Dans les débuts de l'aviation civile, on se rendait compte que les bimoteurs à piston étaient une fiabilité, disons, relative. Suite à ça, les autorités aéronautiques décident de mettre en place une règle à partir des années 50, comme quoi ces fameux bimoteurs à piston ne doivent pas s'éloigner à plus de 60 minutes d'un terrain de déroutement accessible. À l'arrivée des réacteurs et au vu de leur fiabilité, les autorités décident de mettre en place les règles ETOPS. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour résumer tout ça, prenons un exemple. Nous sommes à bord d'un biréacteur et on veut effectuer un vol d'un point A à un point B au-dessus de l'océan. Le vol dure, mettons, environ 7 heures, le cas typique d'un transatlantique en fait. Si on se base sur cette règle des 60 minutes, le vol est clairement impossible. Ceci dit, il se trouve que des terrains de dégagement sont disponibles au nord de notre route, ce qui nous laisse la possibilité d'effectuer notre vol avec un détour, tout en restant à 1 heure maximum d'une piste accessible. Il existe cependant une alternative, la route la plus directe sans forcément rester à 1 heure d'un terrain accessible, l'ETOPS. L'acronyme ETOPS signifie Extended Twin Operations ou alors Engine Turning or Passenger Swimming, tout dépend du point de vue. Pour résumer la définition que j'ai eue dans mes cours de la TPL théorique, en français ça nous donnerait quelque chose du style Extended Twin Operations sont les opérations conduites sur une route contenant un segment à plus d'1 heure de vol par temps calme d'un aérodrome adapté à la vitesse de croisière normale N-1. Avant de s'approcher des détails et des prérequis opérationnels, on va d'abord se pencher sur l'historique de cette réglementation qui a en partie sonné la fin de l'ère des quadriréacteurs. En 1919, 2 pilotes de la RAF entreprennent le premier vol transatlantique de l'histoire à bord d'un Vickers Vimy, bimoteur à piston qui date de la Première Guerre mondiale. Il rallie les terrains de Terre-Neuve au Canada à la région du Connemara en Irlande. Et non, on ne chantera pas du Michel Sardou, merci. Presque 35 ans plus tard, en 1953, la FAA a introduit la règle des 60 minutes. Tout vol en bimoteur effectué doit rester à 60 minutes d'un terrain de déroutement accessible. Mais c'est sans compter l'arrivée des turboréacteurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Le bal s'ouvre avec le 727 de Boeing, qui, à l'aide de son 3e réacteur, s'affranchit de cette règle des 60 minutes. Et du coup ouvrit la voie à d'autres triréacteurs long courrier, tels que les Tristar et DC-10 de l'époque. L'OACI et la FAA voient que les réacteurs gagnent en fiabilité et voient que les constructeurs se mettent à concevoir des biréacteurs à long rayon d'action. Suite à ça, la première règle ETOPS est rédigée, l'ETOPS 90. En 2021, on peut trouver des avions étant certifiés de l'ETOPS 120, comme les ATR ou les 737 classiques, jusqu'à l'ETOPS 370 pour la 350 d'Airbus. Petite particularité cependant, l'ETOPS n'est pas accordé de flotte en flotte mais plutôt d'appareil en appareil. Petit exemple, mettons une compagnie qui possède des A320, ils peuvent choisir de certifier l'ETOPS une partie de leur flotte et non la totalité de leur flotte. Bon, maintenant que le texte est là, on sait qu'il est là, quelle est la différence entre l'ETOPS et un vol standard? Excellente question. Tout ce beau cirque commence bien avant le vol à proprement parler. Il faut certifier l'appareil, l'opérateur ou la compagnie et les équipages. Ensuite, il faut se plier une mail bien plus stricte qu'en temps normal. Pour résumer, un équipage se réfère à une mail si pendant la préparation d'un vol, un équipement est défectueux. S'il est inscrit dans la mail que le vol peut s'effectuer avec cet équipement en panne, dans ce cas-là, les pilotes peuvent partir. Dans le cas contraire, ils sont obligés de reporter le vol. On peut retrouver une mail sur tout type d'avion, du DA40 à la 380. Ensuite, lors de la préparation du vol, il faut s'assurer que l'ETOPS Alternate soit accessible sur la plage horaire sur laquelle le déroutement serait envisagé à plus ou moins 1 heure. Donc que ce soit d'un point de vue météo, NOTAM, équipement, pompiers, etc. etc. D'un point de vue en port de carburant, là aussi ça change. Si on prend l'exemple d'un vol normal hors ETOPS, donc sous régime IFR, il faut en plus du carburant embarqué nécessaire pour faire le vol en lui-même, toute la liste qui est affichée actuellement à l'écran. Pour un vol ETOPS, en résumé, il faut ajouter le Critical Fuel. Donc autrement dit, une réserve supplémentaire nécessaire pour rejoindre un terrain de déroutement accessible et adapté du point dit Critical Point, en gros le point le plus éloigné de la terre ferme. Dans le cas le plus contraignant, les 3 scénarios suivants. Un vol N-1 avec perte de pressurisation, un vol N-1 sans perte de pressurisation et un vol à N avec perte de pressurisation. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez pu comprendre les grandes lignes de la réglementation ETOPS. J'ai fait exprès de ne pas entrer trop dans le détail, je ne me base que sur les connaissances que j'ai de mes cours théoriques de pilote de ligne. Je ne suis pas encore pilote commercial, je ne suis pas qualifié ETOPS. Donc si par hasard
l'un d'entre vous est pilote ETOPS, bah déjà bienvenue. N'hésitez pas à consolider ce que je viens d'ajouter dans mes commentaires, corriger des erreurs, etc. En attendant, moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Ciao.